d'horreur à Nouvel An. Pour le Nouvel An dernier, mon mari et moi sommes allés en ville pour admirer le feu d'artifice de minuit. On a pris un Uber depuis chez nous pour pouvoir prendre un verre et profiter des festivités. Le spectacle était magnifique comme toujours, et après nous passions un si bon moment que nous avons décidé de rester dehors plus tard. On a dégusté de délicieux hot dogs, acheté un vendeur ambulant et pris encore quelques verres. On a ensuite fait la fête jusqu'à 2h du matin. Et alors que les festivités touchaient à leur fin, on était parmi les derniers à partir et il nous a fallu un certain temps pour trouver un autre Uber pour rentrer. C'était vraiment tard quand nous sommes enfin arrivés, j'étais épuisé. J'avais qu'une envie, me jeter sur le lit et m'endormir à côté de mon mari. Mais une fois dans la chambre, il a verrouillé la porte et a refusé de se coucher, ce qui m'a fait penser qu'il allait tenter quelque chose. Et il m'a fallu un instant pour réaliser que j'avais aucune idée de ce qui se passait dans sa tête. Il m'a dévisagé avec un air vraiment inquiétant et a dit: j'ai faim. Viens, on va manger un morceau. Hein? Mais t'es fou, on a mangé à 1 heure à peine. Oh, j'ai nouveau faim, allez on sort. Ah ouais, y a quelque chose à la maison, on peut manger ici. Non, j'ai une envie folle, il me faut des tacos du resto. Au début, j'ai cru qu'il était ridicule. Les hot dogs qu'on avait pris à ce type dans la rue étaient énormes et remplis de garnitures. Impossible d'avoir encore faim après ça, à moins d'avoir une fringale. Je savais qu'on avait bu que quelques verres. Et plus je m'énervais, et plus j'essayais de le convaincre de rester, et plus il s'entêtait et insistait pour qu'on retourne en ville. À un moment donné, il a même commandé un autre Uber alors que j'étais encore au lit. Je me suis énervé contre lui parce qu'il avait dépensé de l'argent pour une balade que je voulais pas faire. Il a pas réagi de la manière dont j'espérais. Il commençait à me supplier de venir comme si c'était la chose la plus importante au monde pour lui. Je sentais bien sa voix qu'il était sérieux, même si ça n'avait aucun sens. J'avais jamais entendu se lamenter ainsi, en aucune circonstance. C'est là que j'ai abandonné, que j'ai remis mes chaussures. Mais même après avoir accepté de ressortir avec mon mari, il restait sur les nerfs. J'avais peur que ça dégénéré en une dispute stupide. C'était le soir du Nouvel An, on était censé passer un bon moment, pas se disputer. C'est pas comme ça que je voulais commencer l'année. Malheureusement, au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. J'avais aucune idée de quoi. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Il me quittait pas des yeux pendant toute l'attente du Uber. Il était planté là comme une statue jusqu'à ce qu'il arriva. Dès qu'il fut là, il me prit la main et entra brusquement. Nous sommes précipités hors de la maison comme si on était en retard pour notre propre mariage. Sauf qu'il m'a traîné par la porte de derrière au lieu de passer par celle devant, bien plus proche. Une fois dehors, on a contourné la maison. On est monté dans l'Uber. Alors que l'Uber s'éloignait, mon mari fixait notre maison par la fenêtre jusqu'à ce qu'elle disparaisse de notre vue. Une fois certain que nous étions partis, il a dit quelque chose que j'oublierai jamais. J'avais pas faim. Il y avait un homme dans la maison. Je suis resté muette, d'incrédulité en l'écoutant me raconter tout ça. Il a dit que l'homme était nu, portait un masque, que nous étions passés juste à côté de lui sans le voir. Je croyais pas un mot, mais mon mari a appelé la police et a demandé au chauffeur de nous déposer sur le trottoir. On a attendu dans la rue jusqu'à l'arrivée de la police et la perquisition. L'homme avait disparu à leur arrivée. Pendant un instant, tout le monde a cru que mon mari était fou, et moi aussi, jusqu'à ce qu'on visionne les images de la caméra de surveillance de notre port d'entrée. Je l'ai vu, m'a glacé le sang. Il était là, entrant, titubant, filant droit dans la chambre sans même allumer la lumière. Juste derrière nous, dans un coin, se tenait l'homme que mon mari avait aperçu, nu, à l'exception d'un masque, tenant un couteau à la main. On l'avait absolument pas remarqué, alors qu'il était à quelques centimètres seulement. Il aurait pu nous prendre par surprise, n'aurait eu aucune chance dans notre état. Mon mari a dit qu'il ne l'avait vu qu'au moment où nous entrons dans la chambre, qu'il s'était retourné pour vérifier qu'il avait bien fermé la porte à clé. C'est pour ça qu'il était si perturbé quand il nous a enfermés dans la chambre. Je suis reconnaissante qu'il ait gardé son sang-froid et qu'il ait réussi à me faire sortir de la maison sans que ni moi ni l'intrus ne s'énerve. Heureusement qu'on avait des caméras de surveillance pour prouver sa présence. Tout cela, personne n'aurait cru mon mari. Ce que je comprendrais toujours pas, même après tout ce temps, c'est pourquoi ce type a rien fait. Peut-être voulait-il simplement s'introduire et observer. Peut-être qu'au moment de nous attaquer, il n'a pas réussi à se préparer. Mon mari me dit de pas perdre mon temps et mon énergie à essayer de comprendre les pensées d'un fou. Ah, j'y peux rien. Si ce type avait été arrêté, je m'inquiéterais moins. Malheureusement, il court toujours et rôde probablement encore dans les recoins sombres des maisons pour une raison si tordue que malsaine. C'est une histoire vraie qui s'est passée en 2015, le 31 décembre. Un couple a aperçu un homme nu portant seulement un masque en caoutchouc à l'effigie d'un président qui errait aux alentours. Dès qu'ils l'ont vu, ils ont commencé à lui crier dessus, ce qui l'a fait fuir. Mais la police n'a jamais pu retrouver ce président nu. J'ai emménagé dans ce petit immeuble miteux il y a quelques mois. C'était un truc délabré, genre années 70 en périphérie de la ville. Pas d'ascenseur, des odeurs bizarres dans le couloir. Mais bon, c'était calme et c'était tout ce que je voulais. Seul hic, c'était ma voisine du dessus, Samantha, une femme d'un certain âge, probablement entre 50 et 60 ans. Mais elle restait dans son coin. Elle me regardait jamais dans les yeux, même quand on se croisait dans l'escalier. Elle sortait rarement de son appart et quand elle le faisait, elle était toujours emmitouflée, comme si elle ne voulait pas être reconnue. Je la croyais complètement paumée. Certains soirs, je l'entendais faire les 100 pas pendant des heures. Souvent, on l'entendait marmonner, répéter des phrases en boucle. Je sais que tu me veux. J'ai été si mauvaise. Je sais que tu me veux. J'ai été si mauvaise. Je sais que tu me veux. J'ai été si C'était pas très engageant, croyez-moi. C'était juste triste. Comme si elle essayait de se convaincre elle-même. Puis un jour, j'ai entendu notre propriétaire parler d'elle avec une autre locataire disant qu'elle était trop vieille pour OnlyFans. Il m'a fallu un moment pour comprendre. Bref, passons au mois dernier. C'est un jeudi soir vers 23h. Je venais de rentrer du travail après une longue journée, je mangeais une part de pizza froide sur mon canapé. Soudain, j'ai entendu quelque chose à l'étage qui ne ressemblait pas à du théâtre. On aurait dit un cri interrompu en plein milieu. Puis, le silence était insupportable car je m'attendais à entendre la suite comme d'habitude. Mais rien.
Et avant même d'avoir eu le temps de réfléchir, j'ai entendu un bruit sourd juste au-dessus de moi. J'ai attendu, me disant qu'elle avait peut-être laissé tomber quelque chose. Mon intuition me disait que quelque chose clochait. J'ai pris mon téléphone, je suis monté discrètement à l'étage. Le couloir était sombre et désert, mais la porte de l'appartement était entrouverte, juste assez pour que je puisse apercevoir ses pieds nus immobiles sur le sol. Je poussais la porte doucement et je suis entré. Samantha était étendue sur le sol, vêtue d'une robe de chambre en satin rouge. Sa bouche était grande ouverte dans un cri, les yeux exorbités. Une étrange échymose sombre et récente marquait sa gorge. J'arrivais pas à croire qu'elle était morte. Il a fallu 1 minute pour composer le numéro de la police et à ce moment-là, j'ai entendu la chasse d'eau. Mon cœur s'est arrêté. Il y a encore quelqu'un là-dedans. Je me suis rapidement caché derrière le vieux canapé, juste à l'entrée de l'appartement. Il empestait le parfum bon marché et la cendre de cigarette, mais je m'en fichais. Je me suis laissé tomber au sol, j'ai retenu mon souffle. J'ai entendu la porte de la salle de bain s'ouvrir, suivi de lourds pas, puis la porte se refermer doucement. Celui ou celle qui était là ne voulait pas faire de bruit, mais en même temps, personne n'ignorait toute la présence d'une troisième. J'ai jeté un coup d'œil discret, j'ai aperçu un homme pâle et chaud, vêtu d'un imperméable froissé. Il s'est mis à fredonner du Elvis Presley d'une manière très inquiétante. S'est lentement accroupi près d'elle, a caressé son visage comme si elle était encore vivante. Tu m'as menti. T'as dit que t'avais 20 ans. Tu te comportais comme si t'étais spécial. Je l'ai alors vu sortir une petite lame de sa poche de son manteau. C'était pas un couteau de cuisine, mais un scalpel. La scène se transformait en un film d'horreur que je regardais en direct. Ce qui s'est passé ensuite ne sera plus jamais dormir en paix. Il a commencé à l'entailler au bras. Au début, il faisait des coupures nettes et superficielles, comme s'il sculptait quelque chose. Le bruit de la chair tranchée me donnait la nausée. Je gardais mon calme. Tu croyais pouvoir me faire te désirer à nouveau. Regarde-toi, peau flasque, le maquillage qui cache tout. Je t'aimais quand tu étais vivante, pas quand tu es devenue ça. Une blague. Et il lui planta le scalpel dans l'œil. Je vis lui arracher le globe oculaire, comme si de rien n'était. J'avais envie de vomir. J'ai mon téléphone à la main, en filmant d'une main derrière le canapé et l'autre plaqué sur ma bouche. Il continuait de la taillader et de la mutiler, tout en lui parlant comme s'il était encore en vie. Tu te souviens? Tu avais dit que tu ferais n'importe quoi. Maintenant, regarde-toi, allongé là, comme toutes les autres. Je tremblais tellement que mon téléphone a failli me glisser des mains. Il finit par se lever et se dirigea vers la cuisine, fredonnant toujours cet air horrible. J'ai tenté ma chance, j'ai reculé à 4 pattes comme si ma vie en dépendait. J'ai réussi à me glisser doucement par la porte, je l'ai refermée. Puis j'ai dévalé l'escalier et j'ai appelé la police, je leur ai tout raconté. J'étais en train de m'étouffer, de pleurer, de jurer, de lutter contre la nausée. Les policiers sont arrivés en moins de 5 minutes, arme au poing et gyrophare à lui. Ils sont montés, ils l'ont sorti en hurlant. Il était couvert de sang et riait comme un fou. J'aurais donné la vidéo, ils n'ont même pas sourcillé, ils m'ont juste remercié et ont pris ça comme c'était du déjà vu. J'ai appris plus tard que le type était un fan assidu de Samantha sur son OnlyFans. Samantha l'avait bloqué il y a des mois après qu'il ait commencé à lui envoyer des messages inquiétants. Cet homme, il avait un casier judiciaire chargé. Agression, cambriolage, sans accusation mineure de harcèlement que les autorités n'avaient pas pris au sérieux. Il se cachait dans son appart depuis le début de la journée, attendant de la punir parce qu'elle ne correspondait plus à son fantasme. J'ai presque pas dormi depuis cette nuit-là. J'ai déménagé la semaine suivante. Parfois, j'entends encore sa voix dans ma tête. J'entends du Elvis Presley, tout en démembrant un cadavre. Je me demande combien d'autres femmes il a traité de la même façon. Et surtout, je me suis demandé ce qui serait passé si j'étais monté 5 minutes plus tôt.